Bonjour, je suis une femme vivant avec mon mari et élevant une fille. Je veux raconter une histoire sur ma famille que je ne pouvais pas partager avec les gens autour de moi, donc je l'envoie dans cette histoire. Je pense que je devrais commencer par moi-même, car tout a commencé avec moi. Je suis née dans une famille ordinaire en tant que deuxième de 3 filles. Ma sœur aînée, qui était juive depuis son enfance, avait un talent pour la danse. Elle était allée dans une école d'art du spectacle et a été très reconnue pour son talent. Ma petite sœur est également très jolie et réussissait bien à l'école. Depuis l'école primaire, elle recevait que des A, et au collège, elle était dans le top 10 académiquement dans toute l'école. En comparaison, je n'avais rien d'exceptionnel. Mes notes à l'école n'étaient pas mauvaises, mais pas assez pour être reconnue, et je n'avais pas de talents artistiques spéciaux comme ma sœur aînée. Depuis que je suis enfant, j'ai eu un faible estime de moi et un complexe d'infériorité. Ce n'était pas que mes parents nous traitaient différemment. Ils ont toujours essayé d'être justes et ne nous ont jamais comparés les uns aux autres. Cependant, j'entendais des choses blessantes de la part des autres qui me rendaient consciente de moi-même. Particulièrement difficile car je suis allée dans le même lycée que ma petite sœur qui était 2 ans derrière moi. Ma petite sœur était très populaire à l'école. Les professeurs me désignaient souvent dans leurs conversations comme la sœur de Linda au lieu d'utiliser mon nom. Linda est le nom de ma petite sœur. De plus, chaque fois que mes amis me voyaient, ils me posaient plus de questions sur ma sœur que sur moi, comme comment elle étudie, dans quelle académie privée elle va, etc. J'avais l'impression qu'ils étaient plus les amis de ma petite sœur que les miens. Ainsi, j'ai dû vivre dans l'ombre de mes 2 sœurs populaires. Je n'avais pas une vie malheureuse, mais j'avais perdu ma fierté et mon estime de moi était au plus bas pendant toute ma scolarité. Quand je suis devenue une terminale au lycée, j'ai rencontré un garçon. Pendant ce temps, de nombreux anciens élèves revenaient dans notre lycée pour promouvoir leurs universités. Il en faisait partie. Je me suis assise en classe, écoutant attentivement sa promotion universitaire. Quand c'est fini, les élèves ont commencé à quitter la salle de classe. Puis il s'est approché de moi. Il a remarqué que j'écoutais attentivement la présentation et m'a demandé si j'étais intéressée par son université. J'étais perplexe, car je n'avais pas écouté attentivement comme il le supposait, ni n'avais l'intention d'aller dans son université. J'ai dit que je n'avais pas encore décidé de me majeur. Alors il a commencé à promouvoir agressivement son université et m'a demandé de venir à son université. J'ai dû réfléchir. Il m'a donné son numéro de téléphone portable et m'a demandé de le contacter à tout moment. Il m'a fait me sentir stupide. Jusqu'à présent, je n'avais personne qui m'avait accordé une telle attention. Habituellement, l'attention des gens allait toujours vers mes 2 sœurs. De plus, il était un étudiant universitaire beau. Après y avoir réfléchi pendant quelques jours, je l'ai appelé. Mon cœur battait si fort pendant que le téléphone sonnait. Dès qu'il a répondu peu de temps après. J'ai essayé de me calmer et j'ai dit bonjour. Tu es venu dans notre école, donner ton numéro de téléphone. Oh, ce beau étudiant, comment vas-tu? Il a répondu joyeusement à mon appel. Je lui ai dit que je voulais avoir son avis sur ma décision d'université. Nous avons fini par avoir une longue conversation et bientôt je me suis adressée à lui confortablement, comme s'il était mon grand frère. J'ai appris qu'il était en études culinaires dans son université. Il a commencé à m'expliquer en détail son domaine culinaire. Il a décrit ses professeurs et tous les processus de différents projets culinaires en détail. Après avoir parlé avec lui, j'ai décidé de mon domaine d'études. Comme parler au téléphone avait ses limites, il m'a demandé de le rencontrer pour qu'il puisse m'expliquer plus en détail. J'ai hésité, mais j'ai accepté. Parce qu'il était si gentil avec moi, j'ai senti mon cœur battre et j'étais heureuse. J'ai accepté de le rencontrer ce samedi. Quand je suis allée au café, il m'attendait déjà. Il avait sa veste d'université et pour moi, il avait l'air très cool. Il m'a traité comme s'il me connaissait depuis longtemps, comme sa petite sœur. Il était gentil et il écoutait attentivement quand je parlais de mes histoires personnelles. Je lui ai parlé de ma vie, vivant entre 2 sœurs jolies et populaires, ce qui m'a fait perdre confiance en moi.
Hey Amy, tu es si jolie, alors pourquoi dis-tu ça? En disait. J'étais déjà tombée amoureuse de lui. Il a dit que nous devrions nous rencontrer souvent, et si jamais je me sentais seule ou si j'avais des difficultés, je pouvais l'appeler à tout moment. Après ce jour-là, nous avons souvent échangé des messages textes et parlé au téléphone avant que je m'endorme, faisant battre mon cœur et me rendant heureuse. J'ai passé mon SAT et il ne me restait plus qu'une cérémonie de remise des diplômes l'année prochaine. Quand je lui ai dit que j'avais enfin soumis mon dernier projet scolaire qui m'avait donné beaucoup de stress, il m'a appelé pour me dire qu'il m'emmènerait dîner. J'étais excitée, prenant des heures pour me préparer et essayer différentes tenues. Il m'a emmenée dans un steakhouse. Comme d'habitude, nous avons parlé de tout et de rien en mangeant, mais soudain il a commandé une boisson alcoolisée. Il était adulte et en termes d'âge, j'étais en mesure de boire. Donc c'était OK pour moi de boire maintenant. À l'approche de la nouvelle année, mes amis avaient déjà commencé à boire au moins une fois. Il m'a encouragée à essayer. J'hésitais encore, mais il m'a assuré que c'était OK de commencer à boire à l'université. J'avais peur de lui faire du mal, alors j'ai cédé et j'ai pris un verre d'alcool. Cependant, un verre en a entraîné 2, puis 3. Après ça, je n'avais plus de souvenirs. La seule chose dont je me souvenais vaguement, c'était qu'il m'avait emmené dans un motel et qu'il m'avait embrassé sur les lèvres. Quand je me suis réveillée, il était 3 heures du matin et il dormait à côté de moi. Bien que je ne puisse pas me souvenir des détails, je savais que nous avions eu des relations sexuelles car nous étions tous les deux nus. J'ai immédiatement eu peur, je me suis habillée, j'ai quitté le motel. Quand je suis rentrée à la maison, tout le monde dormait, heureusement. J'ai fait semblant que rien ne s'était passé et je suis retournée dormir. Le lendemain, il m'a appelé et s'est excusé de m'avoir surpris. Il m'a rassurée en me disant qu'il ne prenait pas notre relation à la légère et qu'il voulait sincèrement continuer à me voir et à aller à l'université ensemble. Je me suis sentie soulagée et d'une certaine manière confiante. Nous avons commencé notre relation secrète comme ça. J'avais déjà postulé à son université et j'étais confiante que mes bonnes notes me permettraient d'être acceptée. Juste avant la cérémonie de remise des diplômes, j'ai reçu une lettre d'acceptation de son université et j'étais ravie à l'idée de sortir avec lui à l'université, comme dans les films. Cependant, mon rêve plein d'espoir a été brisé lorsque j'ai commencé à ressentir des changements dans mon corps après avoir reçu la lettre d'acceptation. J'ai réalisé que je n'avais pas eu mes règles depuis un moment et mon cœur a sombré. Je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler la scène avec mon petit ami dans le motel. Je n'arrêtais pas de douter de la réalité que tomber enceinte n'était pas si facile, mais mon anxiété ne disparaissait pas. J'ai acheté en secret un test de grossesse à la pharmacie et le résultat était positif. J'étais enceinte, j'étais tellement effrayée que je suis restée dans ma chambre en pleurant pendant longtemps. Après avoir tant hésité, j'ai finalement m'obtenu pour lui annoncer la nouvelle. Il est venu me voir comme d'habitude et m'a demandé ce qui n'allait pas en voyant mon visage tourmenté. Après avoir hésité pendant un moment, je lui ai finalement avoué et lui ai montré le test de grossesse avec 2 traits rouges. Oui. Alors, son visage a brusquement changé pour une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Il a parlé d'un ton hostile. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai été tellement choquée par son attitude indifférente que je n'ai pas pu dire un mot. Avorte. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé la tête avec une batte de baseball. Il m'a regardé avec le regard le plus froid qui soit, ce qui m'a fait pleurer abondamment. Je te le dis encore une fois, avorte. Et à partir de maintenant, il vaudrait mieux que nous ne nous voyions plus, a-t-il dit avant de partir. Je suis restée immobile, choquée, puis je l'ai appelé quand je suis revenue à moi. Mais c'était trop tard. Je suis rentrée chez moi en pleurant et je n'ai cessé de l'appeler. Mais il n'a pas répondu à mes appels. J'ai lutté pendant 1 semaine, paniquant à ce sujet. Finalement, j'ai tout avoué à mes parents, depuis le jour où j'ai rencontré mon petit ami jusqu'à tout ce qui a suivi. Il y a eu un grand bouleversement dans notre famille. J'ai dû entendre les mots les plus méchants
de la part de mes parents et de mes sœurs. Mes parents étaient des chrétiens dévoués et ont dit que l'avortement était hors de question. Réalistement, élever un bébé était impossible à mon âge. Mes parents ont appelé mon petit ami. Après de nombreuses tentatives, ils l'ont finalement eu au téléphone, mais c'est ses parents qui ont répondu. Il l'avait transféré à ses parents. Nous avons appris qu'il était un enfant à problème dans la famille et qu'ils avaient abandonné tout espoir pour lui. Il l'envoie à l'étranger. S'il te plaît, avorte. Nous paierons les frais médicaux. Je vais raccrocher. Mes parents ont été choqués par leur attitude insensible. Pourtant, mes parents ont répété que l'avortement était hors de discussion. Je me suis blâmée pour un tel comportement stupide. J'ai reçu mes instructions d'admission à l'université, mais je ne pouvais pas y aller car mon ventre grossissait. Chaque jour était un calvaire, alors que je devais faire face aux nausées matinales. Mon père a dit de simplement avoir le bébé, mais à chaque fois qu'il me voyait, il soupirait longuement et ma mère pleurait. Mes parents oscillaient entre me gronder et me réconforter, tout en s'occupant de ma grossesse. Enfin, le jour de l'accouchement est arrivé. C'était une fille, mais je ne pouvais pas bien regarder son visage car je pleurais sans cesse. J'étais tellement désolée pour elle. Elle aurait dû naître en recevant des bénédictions, pas de la haine sans père. Ma mère m'a dit de donner mon bébé en adoption. Ils ont dit qu'ils n'avaient plus les moyens ou l'énergie pour élever un bébé. Ils m'ont convaincu que c'était irréaliste pour moi d'élever le bébé. J'ai élevé le bébé seul, et c'était mieux pour elle d'être adoptée. J'ai pleuré pendant des jours et je m'en suis inquiétée. Elle était toujours mon bébé, et quand je pensais à la renvoyer, ça me rendait folle. Cependant, les conseils de mes parents, selon lesquels je devais penser à l'avenir de mon bébé, résonnaient dans mes oreilles. Si j'essayais de l'élever, que pourrais-je faire pour elle? En fin de compte, j'ai accepté son adoption. Mon bébé était dans les bras de ma mère pour être emmené à l'agence d'adoption. Le jour où j'ai envoyé mon bébé, je n'ai même pas pu regarder son visage tellement c'était douloureux. Environ 6 mois plus tard, j'ai appris qu'elle avait été adoptée. Quand j'ai entendu la nouvelle, mon cœur a tellement souffert. J'ai alors réalisé qu'elle n'était plus mon bébé. Ma mère m'a serré dans ses bras et a dit « Elle sera aimée très fort par sa nouvelle famille. Alors, tu devrais te préparer à commencer une nouvelle vie. C'est ce que tu dois faire pour ton bébé. » Même les paroles chaleureuses et gentilles de ma mère n'étaient pas très réconfortantes. Je suis devenue une mère qui a dû abandonner son bébé. Comme ma mère l'a dit, je ne pouvais pas rester abattue comme ça. Alors je me suis relevée pour essayer de recommencer. Quand mon corps est revenu à la normale, j'ai pu regarder ma situation de manière plus réaliste. Comparé à ma sœur aînée, qui a été acceptée dans une grande université en danse, et ma sœur cadette avec une admission garantie dans une université prestigieuse, je me sentais tellement pathétique. Puis les trois, j'étais plus inférieure, et maintenant l'écart était encore plus grand. Ma mère m'a dit que je pouvais étudier en privé pendant 1 an avant d'aller à l'université, mais je ne voulais plus être un fardeau pour eux. J'ai décidé d'abandonner mes études universitaires. À la place, j'ai décidé de trouver des moyens de gagner de l'argent. Ensuite, je me suis intéressée à obtenir un certificat de boulanger. D'abord, j'ai commencé à travailler pour une supérette dans le quartier et j'ai économisé de l'argent de mon salaire et de l'argent de poche de mes parents pour commencer à étudier pour le certificat de boulanger. L'école culinaire privée était trop chère, alors j'ai suivi des cours de boulangerie proposés par la WCA. C'était difficile d'étudier pour l'examen tout en travaillant dans une supérette, mais je voulais être indépendante et rendre mes parents fiers, alors j'ai étudié avec diligence. J'ai même trouvé un emploi grâce à mon professeur de boulangerie à la IWVICA qui m'a présenté la boulangerie où elle travaillait. Cette boulangerie est un endroit très célèbre dans notre quartier et avait un chiffre d'affaires plus élevé que les boulangeries franchisées bien connues. Et elle était grande en taille. Bien que je n'avais pas de compétences en tant que plus jeune membre de l'équipe, j'ai pu gagner un salaire plus élevé que celui de mes pères. Quand j'ai donné mon premier salaire à mes parents, ils ont commencé à pleurer,
reconnaissant mes efforts. Quand je les ai vus pleurer, j'ai pensé à mon bébé que je n'avais pas vu depuis 2 ans. Et j'ai pleuré en silence. Quand j'ai pensé à elle grandissant et travaillant pour lui donner son premier salaire en cadeau à ses parents, j'ai été émue. Pendant que mes amis allaient à l'université, j'ai construit ma carrière dans la boulangerie. J'ai été promue de novice à boulanger et j'ai commencé à être fière de moi et à être plus heureuse. Je passais toute ma temps à travailler. Ma sœur aînée s'est mariée après avoir obtenu son diplôme universitaire et est partie à l'étranger. Pendant que ma sœur cadette s'est inscrite à l'université après son diplôme et a déménagé pour vivre seule, je suis restée vivre avec mes parents. Puis j'ai rencontré un nouvel amour dans ma vie. Je venais de fêter mes 30 ans quand un nouveau chef boulanger est arrivé dans notre boulangerie. Notre ancien boulanger est tombé malade et nous avons dû en embaucher un nouveau en urgence. Très humble et gentil. Il était attentionné envers le personnel sous ses ordres. Tout le monde était heureux d'avoir un bon patron. J'étais aussi contente. Puis, il a commencé à montrer de l'intérêt pour moi. C'était évident pour les autres qu'il faisait des efforts pour prendre soin de moi. Il me préparait des collations et venait me parler en premier ou se précipitait à mon secours quand je soulevais des objets lourds. Mes collègues ont commencé à en parler. Le chef boulanger semble t'aimer, Amy. Tu dois être heureuse. Il parlait sincèrement, mais en vérité, chaque fois que j'entendais ça de mec, je me sentais anxieuse. J'avais toujours des sentiments négatifs envers les hommes, à cause de mon comité de ces gains. Je me débarrassais de mon anxiété. Alors, un jour, j'ai dit au chef boulanger, j'ai quelque chose à te dire. As-tu du temps après le travail aujourd'hui? Il a répondu avec plaisir, et nous sommes allés dans un parc près de la boulangerie. Puis je lui ai simplement demandé directement, par hasard, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es gentil avec moi parce que tu sortiras avec moi? Le chef boulanger semblait surpris au début, mais il est rapidement devenu calme et a répondu, oui, je t'aime, Amy. Depuis que je t'ai rencontrée, je t'aime. Ces paroles m'ont fait du bien, mais en même temps, j'étais nerveuse. J'avais peur d'être trahie de la même manière qu'avant. Je n'avais aucune assurance à son sujet car je ne le connaissais pas bien. Je suis restée là sans rien dire. Puis il a dit, je ne veux pas te charger. Je t'aime juste pour moi-même. J'ai senti que l'honnêteté était la meilleure politique. La meilleure politique est d'être toujours sincère. J'avais l'impression de devoir ça à la personne qui était sincère avec moi. J'ai partagé toute mon histoire depuis mes 18 ans, y compris la décision difficile de donner mon bébé en adoption. Alors que je racontais mon histoire, les larmes coulaient sans que je m'en rende compte. Le chef pâtissier écoutait attentivement et semblait perdu dans ses pensées pendant un moment. J'avais peur qu'il soit déçu de moi, mais au lieu de cela, il a dit « ça a dû être incroyablement difficile à un si jeune âge, mais tu es vraiment formidable. Tu as donné une chance de vie à ton bébé au lieu de prendre la solution facile avec un avortement. Tu es vraiment formidable et tu as enduré tellement de choses. » Sa reconnaissance de mes luttes m'a apporté plus de réconfort que n'importe quelles autres paroles. J'étais reconnaissante pour sa gentillesse. Nous avons fini par avoir une longue conversation et apprendre à mieux nous connaître, ce qui a finalement conduit à notre relation amoureuse. Nous avons gardé notre relation secrète au travail, mais après quelques mois, tout le monde a découvert et nous a félicités. Après presque 1 an de relation, il m'a demandé en mariage et a dit qu'il voulait passer le reste de sa vie avec moi. Je n'ai pas hésité à accepter, sachant qu'il avait toujours été aimant et soutenant pendant notre relation. J'étais confiante qu'il était mon âme sœur. J'ai enfin rencontré ses parents et j'étais nerveuse car ils savaient tout de moi. Mais ils étaient incroyablement gentils et ont même tenu ma main, reconnaissant la douleur que j'avais traversée. Je me sentais chanceuse d'avoir de futurs beaux-parents aussi chaleureux. Mon petit ami a également rencontré mes parents, qui étaient ravis que j'ai trouvé quelqu'un qui me convenait. Avec les bénédictions des deux côtés, nous avons pu avoir notre mariage de rêve. Le gâteau de mariage a été personnellement fait par l'un des meilleurs pâtissiers et nous avons reçu des félicitations de tous nos invités. Cependant, après 8 mois de mariage, j'ai découvert quelque chose de choquant. C'était le téléphone portable de mon mari.
Nous étions tous les deux à la maison, en train de nous reposer le week-end, quand il est allé prendre une douche et que son téléphone a sonné. Je pensais pas que c'était correct de répondre, mais ensuite, un message texte est arrivé. Ce n'était pas juste un message, mais plusieurs messages. Je les ai vus sans tap-tap-tap à l'écran. J'étais choquée et dévastée. J'étais choquée par le contenu du message. Il y avait des émoticônes d'amour et des messages disant « Je t'aime et tu me manques ». Il était clair qu'ils étaient de quelqu'un dans une relation amoureuse. Mes mains ont commencé à trembler et j'ai eu l'impression de revivre le traumatisme d'il y a 12 ans. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je tenais le téléphone portable de mon mari, confuse et déconcertée. Mon mari est sorti de la salle de bain et a été surpris de me voir pleurer. « Chérie, pourquoi pleures-tu » Demain, tu t'es. Je lui ai tendu son téléphone et j'ai répondu « Pourquoi penses-tu que je pleure ?» Tu me le diras. Nous sommes mariés depuis seulement 1 an et tu vois déjà une autre femme? Est-ce à cause de mon passé? As-tu une liaison? Je lui ai crié dessus. Il a arraché le téléphone de ma main, l'air confus, et m'a demandé de l'écouter. Quand il a attrapé mon bras, j'ai essayé de m'échapper et de quitter la maison, mais il était trop fort et m'a traîné jusqu'au canapé, me forçant à m'asseoir. Il a attendu que je me calme avant d'ouvrir prudemment la bouche. En fait, j'ai du mal à te dire ça. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je suis désolée. Le nom de l'enfant qui a envoyé ce message est Sally. Elle a 12 ans. Tu es en contact avec une enfant de 12 ans. Mon mari a hoché la tête et a continué. Amy, Sally est ta fille. Le bébé que tu as eu il y a 12 ans. J'ai failli m'évanouir. Mon mari et ma fille étaient-ils en contact l'un avec l'autre? Comment mon mari a-t-il même pu la rencontrer? Je n'arrivais même pas à parler, j'étais tellement choquée. Mon mari a soigneusement expliqué. Après son adoption, elle est tombée très malade. Ses 2 jambes et son bras gauche étaient paralysés. L'hôpital n'a pas pu déterminer la cause et les parents adoptifs ont décidé d'annuler l'adoption et de la renvoyer. C'est ainsi que j'ai découvert et retrouvé ma fille. Je ne devais pas y croire, mais comment? Peut même pas lier. Comment avez-vous retrouvé mon bébé? J'ai demandé. Il a répondu. Avant que nous nous marions, j'ai demandé à ta mère de m'aider à la retrouver. Je voulais que tu la rencontres un jour. Mais quand j'ai découvert sa condition médicale et l'annulation de l'adoption, je ne voulais pas briser ton cœur, donc je n'ai pas pu te le dire. J'attendais le bon moment. Après avoir entendu ces paroles, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. J'aurais souhaité que ce soit un mensonge. Si c'était vrai, ce serait tellement tragique pour mon bébé. Elle a été abandonnée par ses parents, est tombée malade et a même été rejetée par sa famille adoptive. Les parents, c'était trop dur pour mon bébé de supporter ça. J'aurais dû être punie, pas mon bébé. Mon mari a pris ma main et lui a montré des photos une par une. Elle souriait joyeusement dans son fauteuil roulant. Sally n'a aucun souvenir de ses parents adoptifs. Elle ne m'a jamais appelée maman ou papa, car seuls les enseignants de l'orphelinat s'occupaient d'elle. Je jouais avec elle avant notre mariage, et elle aimait vraiment ça. Elle a dit qu'elle aurait aimé que je sois son papa. J'aime Sally comme si elle était ma propre fille. Amy, ramenons Sally à la maison, et ils vont là ensemble. Notre pauvre bébé Sally, non là, mes amis. J'ai pleuré en entendant les paroles émouvantes de mon mari. Le lendemain, nous nous sommes dirigés vers l'orphelinat. L'administrateur a vu mon mari et a amené Sally. Elle a souri joyeusement à mon mari dans son fauteuil roulant. C'était la même chose avec mon mari. Comme s'il regardait sa propre fille, ses yeux pétillaient. Je me sentais tellement honteuse que je voulais me cacher dans un trou. En tant que mère, je ne savais même pas que ma propre fille vivait comme ça. Me sentant si coupable, je n'ai pas pu m'approcher de ma fille. Mon mari a tendu la main vers Sally. Sally, à partir de maintenant, vivons ensemble. Tu me manques tellement que je ne peux plus le supporter. Le feras-tu pour moi? Aux paroles de mon mari, elle a fait une moue pendant un moment, mais ensuite elle a souri largement et a dit « Oh mon Dieu, puisque tu dis que tu m'aimes tellement, je suppose que je n'ai pas le choix. » D'accord, vivons-en. Quand elle a regardé avec bonheur l'invitation à vivre ensemble, je n'ai pas pu dire grand-chose à cause d'un gros nœud dans ma gorge.
À ce moment-là, ma fille m'a regardée et a dit « Maman, je sais tout. » Oh, mais Poussef, il a dit que je suis née parce que tu n'as pas abandonné. Merci. Quand j'ai entendu ça, je me suis effondrée et je suis tombée par terre. Elle m'a remerciée. Comment pouvait-elle remercier sa mère qui l'avait abandonnée? Je suis devenue si émue que j'ai commencé à pleurer. Puis, ma fille a rapproché son fauteuil roulant de moi et a serré mes mains fort. Ses mains étaient chaudes, ses petites mains embrassaient chaleureusement mon cœur, rempli de cicatrices douloureuses. Je l'ai serré dans mes bras et nous avons pleuré. Je l'ai mise au monde et je ne l'ai jamais serrée dans mes bras. J'ai serré ma fille fort contre moi. Ce jour-là, nous avons ramené notre fille Sally à la maison. Sally était ravie de sa chambre que nous avions décorée pour elle. Mon mari avait fréquenté Sally pendant près d'1 an et avait découvert ses goûts en matière de personnages et d'idoles et avait décoré sa chambre en conséquence. Puis cette nuit-là, j'ai dormi avec Sally dans une chambre. Nous avons eu une conversation mère-fille jusqu'au bout de la nuit et nous ne savions pas quand nous nous sommes finalement endormis. Le lendemain, nous sommes allés voir un avocat pour que mon mari puisse adopter légalement Sally et qu'elle puisse porter son nom de famille. Nous sommes alors devenus une famille légalement reconnue. Mes parents, qui avaient entendu parler de Sally, sont venus chez nous tout de suite. Dès que ma mère a vu Sally, elle a éclaté en sanglots. C'était elle qui l'avait emmenée à l'orphelinat, donc c'était bouleversant pour elle. Elle a remercié mon mari tellement de fois ce jour-là. Elle nous a fait une réunion incroyable. Ma fille est déjà au collège. Malgré son handicap physique, elle n'est pas différente des autres collégiens. De temps en temps, elle me contrarie aussi. Mais nous sommes devenus une famille très unie. Malgré mon passé douloureux, je veux chérir le bonheur que nous avons eu pendant longtemps avec mon précieux mari et ma fille. Merci de m'avoir écouté raconter mon histoire longue. Je vous souhaite également du bonheur. J'apprécierai vos conseils avisés dans la section des commentaires. De plus, vos likes et abonnements. Passez une bonne journée.